Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais vous parler de mes meilleures lectures de 2022. Alors c'est une vidéo que j'avais envie de faire plutôt en fin d'année, qui aurait dû sortir en décembre, mais j'ai été malade, donc bon, elle sortira que maintenant. Je suis encore un petit peu malade, comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'espère que ma voix fébrile et nasillarde ne vous dérangera pas trop. Et moi j'espère que je ne finirai pas aphone à la fin de cette vidéo, mais bon. Donc, concernant ma meilleure lecture de 2022, et pour faire un bilan un peu plus global de mes lectures en 2022, j'ai lu je crois 73 livres, quelque chose comme ça, donc bon, ça me convient, c'est bien. Au-delà du chiffre, ce qui est important, c'est de voir un petit peu que en fait, j'ai eu une année de lecture un peu particulière, un peu différente. J'ai lu différemment des autres années l'année dernière, dans le sens où j'ai lu beaucoup plus d'essais que les années passées. J'ai lu 17 essais je crois. Alors les années précédentes je lisais aussi des essais, mais c'était plutôt dans le cadre de mes études ou de mon travail, donc je les comptais pas vraiment comme des lectures parce que, enfin plaisir en tout cas, donc voilà, ça rentrait pas vraiment en ligne de compte. Mais là cette année voilà, j'ai lu je crois 17 essais, surtout dans le cadre du cercle féministe organisé par Antastasia. J'ai adoré participer à ce cercle féministe, j'ai fait d'excellentes lectures, sauf une peut-être. Mais voilà, donc j'ai lu pas mal d'essais, j'ai fait pas mal de relectures aussi, ce qui m'arrivait assez peu les années précédentes. Je relis de plus en plus mes livres, et ça a été le cas notamment du coup en 2022 où j'ai fait 8 relectures je crois. Ce qui fait que quand on soustrait ce chiffre au nombre total des livres que j'ai lus, il y a assez peu de livres que j'ai découverts pour la première fois, enfin oui, que j'ai découvert en 2022 par rapport aux années précédentes. Voilà, donc c'était juste quelque chose à noter, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être quand même changer en 2023, j'aimerais faire plus de découvertes. Donc bon, on en reparlera peut-être. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler d'essais ni de mes relectures, je vais simplement mentionner que parmi ces relectures, j'ai eu d'excellentes lectures parce que globalement j'ai relu ces livres parce que je les ai aimés. On a notamment dans le cadre du challenge Hirogo Makar, j'ai relu certains Zola et en particulier L'Assommoir et Nana, qui sont vraiment parmi mes préférés de l'auteur, donc j'ai adoré les relire. J'ai organisé 2 lectures communes l'année dernière, une sur les liaisons dangereuses et une sur les mystères d'Udolphe, qui sont 2 livres que j'adore, que je trouve géniaux, donc voilà, j'ai adoré les relire. J'ai adoré relire d'autres livres aussi comme La confession d'un enfant du siècle de Musset par exemple, donc bref voilà. Globalement j'ai fait des relectures que j'ai beaucoup aimées, donc j'étais très contente de les refaire. Et pour les essais, pareil, j'ai eu d'excellentes lectures. J'ai tout particulièrement aimé le Scam Manifesto de Valérie Solanas, Les femmes de droite d'Andrea Dworkin. J'ai adoré La politique sexuelle de la viande de Carol D. Adams. J'ai adoré Les pétroleuses, j'ai adoré... Enfin, globalement, j'ai beaucoup aimé les essais que j'ai lus, donc voilà. Ça c'est plutôt positif, mais du coup aujourd'hui on se concentre sur les livres que j'ai lus pour la première fois et des livres de fiction. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 livres. Et avant de vous en parler, dernière petite précision, sur mon ressenti global de 2022 en termes de lecture, je dois avouer que je suis plutôt... Disons que 2022, même si j'ai fait de très bonnes lectures, voire d'excellentes lectures, j'ai un ressenti assez neutre. J'ai trouvé que les lectures étaient plutôt voilà, moyennes, neutres, plates. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, d'explosion, que ce soit dans un sens très positif ou même négatif. J'ai pas eu de lecture vraiment que j'ai détestée de manière épidermique, mais j'ai pas eu non plus de révélation littéraire, même si j'ai fait d'excellentes lectures, vous allez le voir. Et ça je pense que c'est dû au fait que je suis quand même plutôt allée vers des histoires que que j'ai l'habitude de lire, des auteurs, des autrices que j'ai l'habitude de lire également. Et donc j'aimerais pour 2023 vraiment être surprise, être un peu chamboulée, avoir une année en termes de lecture un peu plus colorée, un peu plus voilà, punchy si je puis dire. Donc bon, ça on verra pour cette année 2023, mais j'aimerais un petit peu voilà, m'orienter vers des lectures un peu plus différentes, toujours dans ce que j'ai l'habitude de lire, littérature du monde et classique, mais vers des choses que j'ai moins l'habitude de rencontrer. Voilà pour cette longue introduction, donc écoutez, on commence tout de suite avec mes 6 meilleures lectures de l'année 2022. Alors le premier livre dont j'aimerais vous parler, sachant qu'il n'y a pas de classement comme d'habitude, je vous les présente dans un ordre tel qu'ils viennent. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est La peau de chagrin de Balzac. Alors Balzac, j'ai vraiment une relation violente avec lui, j'ai adoré La peau de chagrin, j'ai adoré Le lys dans la vallée, mais les autres livres que j'ai lus de lui, ils étaient au mieux ou médiocres, au pire, vraiment j'ai mauvais selon mes critères. Hein. Donc en général Balzac c'est qui tout double, soit j'adore, soit vraiment sans intérêt pour moi. Et La peau de chagrin, j'ai adoré.
Là ça a été une lecture exaltante. Au niveau du résumé, très brièvement, on suit un jeune homme qui a à peine la vingtaine et qui est déjà désabusé par la vie, qui est déjà déprimé. On le retrouve au début du récit, il est ruiné au jeu, il est alcoolique, il veut mettre fin à ses jours. Et dans la prise de cette résolution, il passe quand même devant une boutique d'antiquités qui va l'intriguer. Il va rentrer dans cette boutique, il va faire la rencontre d'un vieillard, le propriétaire de cette boutique, qui ressemble très fortement à Méphistophélès dans Faust, qui est vraiment la figure de ce vieillard sorcier qu'on a dans notre imaginaire, et qui va lui parler de la peau de chagrin, qui est un objet magique qui permet de réaliser tous les désirs de la personne qui la possède, mais à chaque désir, elle rétrécit jusqu'à disparaître, et le jour où elle disparaît, il faut en payer le prix de sa vie. Donc le jeune homme, évidemment, vous en doutez, va devenir propriétaire de cette peau de chagrin. C'est une réécriture, vous l'aurez compris, une inspiration en tout cas du mythe de Faust, ce que j'aime beaucoup en littérature. En fait, ce que j'ai particulièrement aimé, au-delà vraiment de l'histoire, c'est le mélange des genres là aussi. C'est que, bon, on est sur une littérature qui mêle le réalisme, on reste dans du Balzac, au fantastique, on nous parle quand même d'un objet magique. Il y a aussi il y a des moments presque frénétiques, kitsch en tout cas. Moi j'adore le kitsch, donc ça m'a pas du tout gêné, mais vraiment cette littérature, ouais, frénétique, kitsch, avec des moments notamment au début, dans la première partie, quand on décrit le magasin d'antiquités, il y a des descriptions qui m'ont fait penser à Huysmans, à ce que peut écrire Huysmans. Il y a tout un esthétique très particulier, chargé, lourd, mystérieux, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi un roman métaphysique, notamment dans la première partie, où on a beaucoup de réflexions autour, des réflexions métaphysiques de la vie et la mort, etc. etc. Moi j'adore. Le livre est divisé en 3 parties. La première qui s'intitule Le Talisman, qui est celle que j'ai presque, je pense, préférée, qui est vraiment le début, avec toute cette esthétique dont je vous parlais, ces réflexions métaphysiques. Ensuite on a La Femme sans cœur, où on suit le personnage une fois qu'il est en possession de la peau de chagrin dans son histoire d'amour avec une femme, et la dernière partie qui s'intitule L'agonie, et qui est assez explicite, donc voilà. Je précise que c'est un des rares livres où la fin m'a vraiment marqué et j'ai trouvé très bien réalisé. En général, les fins me marquent pas tellement, ou je m'en fiche un petit peu, enfin c'est pas du tout ce qui me reste à l'esprit. Là je l'ai trouvé bien réalisé. Voilà, on est globalement, comme je vous dis, sur une réécriture de Faust, donc on nous parle de ce désir d'absolu, de cette volonté de ce refus de la mort, de ce refus des limites terrestres et des limites humaines, et évidemment du prix à payer quand on vit une vie où on peut réaliser tous ses désirs. Voilà, donc vraiment j'ai adoré le style, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les réflexions, j'ai tout aimé. Vraiment c'est un excellent livre que j'ai lu enfin pas d'une traite parce qu'il est quand même, voilà, mais très rapidement, c'était fluide. Vraiment je vous recommande si vous voulez découvrir Balzac, ou si vous aimez, enfin, ou pas d'ailleurs, mais vraiment La peau de chagrin, j'ai adoré. Voilà, donc c'était une excellente lecture. Ensuite, autre excellente lecture, j'ai adoré Aurélien de Louis Aragon, que j'ai lu dans le cadre de la lecture commune organisée par Antastésia en février je crois. Et alors vraiment ce livre, j'ai très envie de le relire parce que c'est un des rares livres qui m'a vraiment émue. Bon, au niveau de l'histoire, vous connaissez, c'est un livre qui est très connu, donc je vais pas aller en profondeur dans le résumé là non plus, mais on suit Aurélien qui est un jeune homme qui a connu la guerre dans cette période des années 20, dans le Paris des années 20, et il va faire la rencontre de Bérénice, qui a priori est une femme qui ne lui plaît pas vraiment, et puis il va y avoir une sorte d'histoire d'amour entre les deux, je vous en dis pas plus. C'est un roman d'amour certes, ou plutôt sur l'impossibilité de réaliser cet amour. C'est un roman sur la guerre. C'est un roman sur d'autres choses que je vous laisserai découvrir parce que bon, je voudrais pas trop en dire, mais c'est assez compliqué de parler de ce livre. On nous parle de c'est une histoire de hasard, de manquement, de déception, d'illusion et de désillusion, de vie qu'on se fait dans sa tête et de vie qu'on vit réellement. L'écriture est méticuleuse, précise, chirurgicale et en même temps sensible et subtile et incroyable. Il y a vraiment eu des passages qui m'ont bouleversée. Comme je vous dis, c'est vraiment un roman qui émeut. C'est un roman qui est assez esthétique aussi. Bref, je vais pas en dire plus. Je pense que soit vous avez déjà lu Aurélien, soit vous connaissez un petit peu, mais je pense qu'il faut vraiment le découvrir. C'est une lecture qui est quand même assez exigeante, je trouve. Mais alors c'est un réel délice. Toutes les pages, tous les paragraphes, ça a été un délice. Et alors, ce qui a été encore
mieux je trouve, c'est de l'avoir lu dans le cadre de la lecture commune, de l'avoir lu avec plusieurs personnes, d'avoir suivi les lives d'Antastasia qui ont été géniaux et qui décortiquaient vraiment ce livre, et c'était un réel plaisir. Donc je relirai Aurélien, vraiment c'était super. C'est vraiment, ça fait partie de cette lecture où on a l'impression que à chaque relecture on va découvrir autre chose, qu'il y a une autre couche de quelque chose sous les mots, sous ce qu'on a déjà lu, sous le premier sens, etc. Bref, vraiment je vous recommande Aurélien, j'ai adoré. Là c'est vraiment un roman qui touche certes votre cerveau mais surtout votre cœur, quoi. Ensuite je vous parle de Lélia de George Sand. Là aussi George Sand, j'ai une relation un peu particulière puisque je n'ai pas vraiment aimé tout ce que j'ai lu d'elle, ça a été plutôt moyen même en général, mais là j'ai adoré Lélia. On est sur tout ce que j'aime puisque c'est un roman romantique et métaphysique, donc vraiment j'ai adoré. On suit l'histoire de la relation de 3 personnages, en particulier de Lélia qui est une femme d'un certain âge, qui est une créature mystérieuse, qui en tout cas qui est vraiment perçue et décrite comme soit une créature céleste, soit démoniaque, un peu hors du réel, avec beaucoup de sagesse, qui a beaucoup souffert, etc. Et c'est effectivement une femme qui est là aussi un peu désabusée, résignée et qui est un petit peu lasse de la vie. Elle va faire la rencontre de Stegno qui est un jeune poète, musicien qui va tomber fou amoureux d'elle, et elle va faire la rencontre également d'un autre homme, Trenmore, qui va jouer un autre rôle. En fait c'est vraiment les personnages ici qui représentent un peu une position philosophique et positions qui vont s'affronter dans ce livre. Ce que j'ai particulièrement aimé c'est la plume de George Sand que j'ai trouvé assez différente de ce que j'ai pu lire d'elle par ailleurs. Là on est vraiment sur une plume lyrique, romantique, j'ai adoré, il y avait de très beaux passages, de la description de la nature, des monuments, des sentiments humains, enfin voilà. Donc après soit on aime pas hein, le romantisme, mais moi j'aime beaucoup, surtout avec cette plume là que vraiment il y avait des très beaux passages. Au niveau de l'action, on n'est pas, c'est pas un roman d'action, c'est pas un roman avec vraiment une histoire, même s'il y a une histoire entre les personnages, comme je vous disais, c'est plutôt métaphysique avec des personnages qui représentent une position philosophique dans la vie, et des points de vue qui vont s'affronter. La forme est particulière aussi, on mélange le roman épistolaire avec une narration plus classique à la 3e personne, avec parfois des passages à la 1re personne. Donc voilà, ça peut peut-être déranger, moi ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé que c'était assez pertinent dans la construction du récit. Voilà, je vais pas vous en dire plus, j'ai adoré Lélia. Si vous pensez qu'on a des goûts en commun, que vous aimez la littérature romantique, oui voilà, que vous avez envie de lire sur des réflexions sur la vie, globalement, voilà. Pourquoi pas, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est un texte qui a été beaucoup retravaillé par George Sand, qui a fait beaucoup d'ajouts, de modifications, qui a changé notamment la fin. Il y a eu plusieurs versions. Là c'est la première version qu'elle est publiée en 1833 et à la fin il y a tout un dossier avec les versions ultérieures si ça vous intéresse. Bon moi je me suis contentée de la version de 1833 qui m'allait très bien. Voilà, donc c'était une très belle découverte, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande Lélia de George Sand. Ensuite je vous parle plutôt d'une autrice que d'un livre en particulier, mais je voulais vraiment mentionner Yuko Tsushima. Je l'ai découverte il y a 2 ans du coup, mais j'ai vraiment lu plus de ses œuvres cette année, j'ai lu 5 de ses livres je crois, donc 6 en tout. Et même si j'ai moins aimé certaines de ses nouvelles, globalement j'ai vraiment été emportée par ses récits. J'ai beaucoup aimé son écriture, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégage de ses récits, que ce soit dans les nouvelles ou dans les romans. J'ai particulièrement aimé 2 romans, Au bord du fleuve de feu et L'enfant de fortune, et j'ai beaucoup aimé Les marchands silencieux, pardon je vais y arriver, qui est un recueil de nouvelles. Voilà, c'est vraiment l'ambiance qui se dégage, je trouve quelque chose de très mélancolique, de très... je saurais même pas vous décrire. Elle nous parle surtout de problématiques que rencontrent les femmes, que ce soit dans leur relation aux hommes, dans leur relation entre elles, entre femmes, dans leur relation à leur corps, à la maternité, aux enfants, dans leurs besoins d'émancipation dans un Japon des années 60-70 qui n'est pas du tout clément avec les femmes. Elle nous parle de notre passé, de ce qui nous ramène à nos souvenirs, à notre maison, ouais, alors, écoutez, voilà, j'ai un peu du mal à en parler. J'ai fait toute une vidéo dédiée à la lecture de ces livres, donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Mais vraiment, Yuko Tsushima, ça a été une très belle découverte.
je la relirai, voilà, j'aime beaucoup son écriture, ses thématiques et l'ambiance qui se dégage de ses romans, donc voilà, vraiment Yuko Tsushima, j'ai beaucoup aimé. Et je finis avec 2 livres dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos pour les membres, donc désolée si je vais me répéter pour les personnes qui ont déjà vu ces vidéos, mais voilà, ça fait quand même partie de mes meilleures lectures 2022, donc je vous en parle tout de suite. Il s'agit premièrement de Delphine, de Madame de Staël. Énorme livre que j'ai lu cet été, que j'ai beaucoup aimé. Alors Delphine, c'est un roman qui a été publié en 1802 et à sa publication il a fait un peu il a fait scandale et il a contraint en fait Madame de Staël à s'exiler de la France. Pourquoi? Parce qu'au niveau du résumé on suit Delphine qui est une jeune femme qui est veuve, qui est très riche et cultivée, qui est à la fois très respectée parce que c'est une femme qui a des principes, qui a des valeurs, mais qui est aussi parfois décriée parce qu'elle a cette volonté de rester libre et indépendante, qu'elle a ses idées bien arrêtées, qui sont pas toujours en accord avec les idées de la noblesse dans laquelle elle évolue. On se situe historiquement tout de suite après la Révolution française, à la toute fin du 18e. Donc c'est une période de l'histoire qui est très troublée, avec beaucoup de changements, de bouleversements. Donc ça c'est un élément important de l'histoire aussi. Et Delphine va devoir arranger au début de l'histoire le mariage de sa petite cousine qu'elle n'aime pas vraiment avec un homme. Et quand elle va rencontrer cet homme pour arranger ce mariage, tous les deux vont tomber très amoureux. Et alors là, que faire? Est-ce qu'ils vont s'autoriser à vivre leur amour au détriment du mariage de sa cousine, mariage qui est le seul mariage qui pourrait sauver sa cousine de la ruine? Ou est-ce qu'ils vont être fidèles aux principes, à leurs valeurs et organiser le mariage avec sa cousine? Alors ça c'est vraiment le tout début parce qu'il y a énormément d'événements, vous en doutez bien, qui vont empêcher nos deux amants de vivre leur amour. Alors c'est un livre certes sur une histoire d'amour, je ne vais pas vous mentir, 70% du livre c'est l'histoire d'amour. C'est une histoire d'amour impossible parce que les deux personnages ont des principes et des valeurs qui font qu'ils se refusent de faire certaines choses. Impossible également parce que les deux ont des vues politiques, des positions politiques qui parfois ne sont pas compatibles. Et aussi parce que certains événements de la vie vont les séparer, bien sûr. J'ai trouvé que c'était une histoire d'amour qui était bien réalisée, en tout cas que moi qui m'a plu. C'est pas quelque chose que j'aime lire d'habitude en littérature, mais au final quand c'est... là j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était pas mielleux, c'était pas trop lourd, même si on peut penser que ça peut être un peu long et... Mais non, on n'est pas sur des pages et des pages de sérénade. Et surtout il n'y a pas que ça. Au-delà de cette histoire d'amour, on a évidemment un aspect politique, je vous ai dit, on est après la Révolution, on a des réflexions sur les nouvelles lois, sur les privilèges de la noblesse, sur le divorce notamment, sur la réorganisation en fait de la société au niveau des classes par exemple, bref. Donc on a quand même des réflexions politiques qui sont plutôt intéressantes, et puis à côté de ça on a surtout en fait un roman sur la condition féminine. On va faire la rencontre de plusieurs personnages féminins. Au-delà de Delphine, on va faire la rencontre d'autres personnages féminins qui... vont toutes vivre des choses qui manifestent un petit peu l'injustice et l'oppression que peuvent vivre les femmes de cette époque-là. Elles vont être l'exemple d'une oppression en particulier, d'une impossibilité pour elles de vivre leur vie comme elles le souhaitent ou d'être fermement punies quand elles le font. Donc c'est vraiment une réflexion globale sur la condition féminine que j'ai beaucoup aimée. Globalement le style est fluide et c'est bien écrit, c'est pas trop fleuri ou ornementé comme écriture. J'ai oublié de vous le dire mais c'est un roman épistolaire, donc les pages défilent. Bon c'est un long roman, on va mettre du temps à le lire, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est fluide et vraiment on est embarqué. Il n'y a pas vraiment de coup de mou, peut-être dans le premier tiers où il y a un moment où on parle d'événements un peu plus sur la guerre, mais vraiment c'est léger, enfin j'ai pas trouvé qu'il y ait vraiment de gros temps morts ou d'inégalité dans le rythme. Vraiment c'est une lecture qui était assez riche et foisonnante et j'ai beaucoup aimé. Voilà, après vous pouvez lire ce livre aussi juste pour l'histoire d'amour et ça fonctionne très bien aussi, mais vraiment pas que ça. Donc voilà, j'ai adoré Delphine de Madame de Staël. Et je termine avec Vigdis la Farouche de Sigrid Undset que j'ai lu grâce à Antastasia et encore merci à elle. Vous voyez quand je vous disais au début de la vidéo que j'avais envie en 2023 de lecture un peu plus qui me secoue, qui me sort un peu plus des sentiers battus de ce que j'ai l'habitude de lire, c'était le cas avec Vigdis la Farouche, quitte le parfait mélange entre ce que j'aime en littérature, ce que je connais, et quelque chose quand même de plus, de nouveau, d'autres choses en fait.
Dans Vigdis Lafarouche, on suit Vigdis qui... Alors déjà, le contexte est particulier parce qu'on est chez les Vikings, en fait, en Scandinavie, dans une époque qui est pas tellement définie, que je pourrais pas tellement définir, je dirais au début du Moyen-Âge peut-être. Donc voilà, c'est un contexte, c'est une époque, un pays qui m'est totalement étranger. Et on y suit Vigdis, qui est une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un homme dont j'ai oublié le nom. Sauf que cet homme va la violer. C'est pas un spoil, hein, c'est le début de l'histoire, c'est de là que tout part. Et elle va passer sa vie et tout le roman du coup à chercher à se venger. C'était puissant, c'était excellemment réalisé, c'est court et pourtant tout y est, c'est complexe, c'est... En fait c'est réalisé d'une main de maître parce que en si peu de pages, et encore les chapitres sont courts et c'est écrit plutôt gros, Sigrid Undset, elle arrive à caractériser les personnages, à mettre des scènes fortes, à dénoncer, à nous prendre dans une espèce de petite épopée quand même malgré tout, parce qu'on va suivre toute la vie de Vigdis et on n'a pas l'impression que les choses vont trop vite, on est avec le personnage. Il y a des scènes qui m'ont été douloureuses, au-delà de la scène de viol, comme vous pouvez en douter évidemment. Je trouve que l'autrice va loin. Enfin vraiment, c'est une claque ce livre, j'ai adoré. Donc... Vraiment, je vous recommande, moi aussi, merci Anastasia, mais je vous recommande aussi donc Vigdis Lafarouche. Vraiment, c'est une lecture qui se fait quasiment d'une traite. Hein. Et vous en ressortez pas indemne en fait. Vraiment, c'était génial, donc j'ai adoré. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures, pour mes meilleures lectures de 2022. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, est-ce que vous en avez pensé, et surtout dites-moi vous, quelles ont été vos meilleures lectures de 2022, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à faire une petite liste en commentaire. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous retrouve très bientôt pour vous parler des lectures que j'ai le moins aimées en 2022 parce qu'il y en a eu. Il y en a eu plus malheureusement que des livres, que mes meilleures lectures, donc c'est comme ça. En tout cas, je vous retrouve bientôt et en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures.